Bonjour, ici Olivier Laliberté, vice-président Bond, Hardy Normand et Associés et EY. Bonjour. Aujourd'hui, on reçoit Kevin Brasseur, qui est président de la relève de la CAQ. Kevin a terminé son bac en comptabilité. Il fait maintenant le DES et puis est en voie là, d'obtenir son CPA. Tout d'abord, Kevin, il y a un stéréotype qui dit que les comptables portent des bas bruns et il y en a un autre qui dit que les Kevin portent des chemises à dragon. Comment tu fais pour matcher ça ensemble? Je dirais que évidemment c'est un beau défi pour se démarquer. Moi j'ai toujours ri des jokes justement sur les Kevin. Je pense qu'il faut amener ça autrement. Il faut se démarquer. Moi, j'ai toujours été bon à l'école. C'est sûr que je me suis toujours concentré plus davantage sur mes études pour justement comme me démarquer au-delà des Kevin justement qui portent des chemises de flamme. Puis sinon, justement, en tant que comptable, je pense qu'il faut voir ça différemment aussi. C'est sûr que si on y va justement dans le stéréotype, comme quoi qu'un comptable, c'est plate, puis on dirait qu'on est peu social et tout ça, c'est sûr que ça va engendrer des mauvaises réactions des autres. Je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Il faut se dire que justement, il y a plusieurs types de comptables. Donc, c'est sûr que, on regarde autour de nous, justement dans nos classes, nos collègues, quoi que ce soit. C'est sûr qu'il y en a qui sont un peu plus gênés, qui sont un peu plus réservés. Mais moi, je me considère comme un comptable un peu plus entrepreneur, un comptable qui, justement, prend les choses de l'avant, tout ça. Puis, moi, ça ne m'a pas arrêté, justement, quand j'ai décidé d'aller en comptabilité, ce stéréotype. C'est super. C'est une bonne réponse. On va commencer avec les questions un petit peu plus sur le sujet, là. Qu'est-ce qui est plus dur dans le milieu de la politique, selon toi? Je dirais ce qui est le plus dur, c'est que peu importe ce que tu vas faire, il va toujours avoir des gens qui vont te critiquer. Donc, tu peux avoir les meilleures intentions au monde, tu peux avoir justement les meilleures idées au monde. Il va toujours avoir quelqu'un qui va chercher à infirmer ce que tu dis. Puis, justement, je l'avais vécu dans le fond, avec le ministre Lionel Carman, qui est un docteur, donc pendant toute sa carrière, il était habitué, il était la sommité dans son domaine, il avait un post-doctorat, puis lorsqu'il est arrivé en politique, là, tout ce que tu dis est remis en question. Puis lui, il n'était pas nécessairement habitué à ça. Puis justement, il avait révélé ça justement dans les médias après sa première année en politique. Donc, je dirais que c'est vraiment ce qui caractérise la politique, c'est que bien souvent, même si on veut être d'accord avec son adversaire politique, on finit quand même par le critiquer. Puis moi, c'est ce que j'essaie de changer en politique, parce que je considère que parfois, on est d'accord sur certains points. Pourquoi on ne travaille pas sur ces points-là pour faire avancer les choses? Parce qu'au final, c'est pas, un parti politique qui doit en bénéficier, c'est la population. Donc, moi, c'est ce que je considère qui est fondamental en politique. Mais évidemment, on ne peut pas empêcher justement les gens de critiquer, puis on ne peut pas empêcher non plus la partisanerie. Est-ce que tu penses que, dans le fond, il y a beaucoup de gens qui vont au Québec qui aiment ça faire le contraire, dans le fond? Ils vont dire qu'ils sont pour quelque chose, puis là, à la minute que cette chose-là devient au pouvoir, ils vont carrément pitcher ça par la fenêtre, puis non, finalement, je suis de l'autre. Je pense qu'il y a toujours de l'opposition, il y a toujours des gens qui vont constamment être dans l'opposition. Par contre, je pense que la plupart des gens politiques sont des personnes de conviction. Donc, par exemple, moi, j'ai rejoint la coalition Unir Québec. On était à 13% dans les sondages. Je n'ai pas rejoint dans une perspective d'opposition au Parti libéral qui était au pouvoir à l'époque. C'était vraiment dans une perspective où je croyais au projet. Je croyais au projet ambitieux de François Legault. J'avais lu son livre, je m'étais reconnu justement dans son histoire. Un petit gars de classe moyenne qui est parti, de rien, qui a bâti son entreprise, qui s'est lancé en politique ensuite, puis il a accompli beaucoup de choses en politique. Donc, moi, évidemment,
comme un petit gars, je viens pas d'une famille très riche qui est, on va dire, intéressé au monde des affaires, au monde de la politique. Moi, évidemment, je me suis reconnu dans son histoire. Donc, je dirais que, justement, c'est pas nécessairement seulement par opposition qu'on finit par s'impliquer dans un parti politique. Puis, une fois que le parti est au pouvoir, ben, les choses changent aussi. Il y a beaucoup de choses qui changent. On n'est pas dans la même situation où, justement, quand on est dans l'opposition, on pose des questions au gouvernement, on critique, on va dire, plus souvent, plus systématiquement toutes les actions du gouvernement. Maintenant, lorsqu'on est au gouvernement, ben là, les choses changent parce que là, faut que tu dois constamment défendre ce que tu fais. Donc, c'est sûr que ça devient un autre enjeu pour les politiciens. Justement, qu'est-ce qui t'a attiré dans la politique? Je dirais que c'est un cheminement. Moi, dans le fond, j'ai toujours été quand même un gars de projet. J'ai toujours été un gars qui voulait représenter les autres. Quand j'étais au secondaire, moi, je m'impliquais dans le conseil étudiant de mon école. Puis, je me suis toujours mis les mains dans des projets. Je voulais instaurer une équipe de football dans mon école à Saint-Hyacinthe. J'ai instauré une équipe de football. Puis ça, bien évidemment, ça venait toujours de projets qui étaient d'une gang de gens autour de moi qui venaient me voir, qui se disaient Kevin peut aider justement à réaliser ça. Donc, moi, je faisais des rencontres avec la direction à l'époque. Donc, tu sais, j'avais 15 ans, puis j'étais déjà justement dans l'action, dans les projets. Puis, de fil en aiguille, lorsque je suis arrivé au cégep, je me suis impliqué dans mon association étudiante. Au départ, j'étais trésorier. Moi, j'étais là pour redresser les finances d'une association. Je devrais là plus dans une perspective où, à l'époque, je ne pensais pas nécessairement à politique. Là. Je pense que tout ce que je le faisais parce que je voulais m'impliquer, je voulais faire changer les choses, mais je n'avais jamais eu comme l'idée dans ma tête comme quoi il y avait une action politique derrière tout ça. Donc, c'est ça, à la base, je suis rentré comme trésorier. Puis, finalement, j'ai rapidement touché au point de vue politique. Je me suis fait approcher en politique pour m'impliquer. Puis, de fil en aiguille, j'en suis venu justement à m'impliquer. Puis, j'ai réalisé que, étant donné que j'étais une personnalité qui aime justement les projets, qui aime représenter les autres, ben moi, c'est ce qui m'attirait justement en politique. Puis, plus particulièrement, lorsque j'étais attaché politique après le cégep, j'ai travaillé pour le ministre André Lamontagne, qui est mon député dans Johnson à Drummondville. Lorsque j'ai travaillé pour lui, je rencontrais des citoyens, puis je voyais des problématiques, des gens qui, parfois, ont de la difficulté, des gens qui éprouvent des problématiques avec un gouvernement, ou peu importe. Puis moi, ben, je venais les aider dans tout ça. Donc, moi, c'est encore plus, c'est venu me chercher en politique. Puis je dirais que je ne suis pas un gars qui fait de la politique justement pour toute la partie partisane, donc un parti ou un autre. Moi, je fais vraiment ça parce que je veux aider les gens concrètement. Je veux faire en sorte que lorsque je croise quelqu'un dans la rue qui vit une problématique, mais que je peux l'aider. Donc, moi, c'est sûr que je vais toujours mettre mon action politique dans ce sens-là. Puis, je pense qu'on est tous, on a tous un rôle à jouer dans notre société. Puis moi, j'espère que le rôle que j'ai à jouer, c'est de pouvoir aider le plus de personnes possible. Puis, y a-t-il un message que tu souhaites passer à travers tes actions politiques? Bien, je dirais de rester intègre. Je pense que c'est la base. Puis quand je dis de rester intègre, c'est pas seulement envers les lois, envers les normes, mais c'est aussi de rester intègre envers ses valeurs, de rester intègre envers soi-même. Donc, moi, je ne viens pas d'une famille très riche, comme j'ai mentionné. Donc, c'est sûr que moi, je vais toujours avoir justement une perspective un peu plus pour aider des gens qui n'ont pas grand-chose, des gens qui veulent avoir une égalité des chances, qui veulent réussir. Donc, moi, c'est sûr que je vais toujours encourager les gens à aller dans ce sens-là, mais qui respectent leurs valeurs, de ne pas se trahir. De trahir ses valeurs. Donc, moi, je dirais que c'est le message que j'ai renvoyé à toutes les personnes, autant en comptabilité qu'en politique. Je pense que c'est important de rester terre à terre puis de se rappeler d'où on vient. Super. Pour poursuivre, désolé, j'ai des petits problèmes de caméra. Comment envisagez-vous votre avenir en politique? Je dirais que c'est très incertain, la politique. Donc, il n'y a rien de garanti. Moi, mon mandat est dans le fond, en septembre 2021. Donc, il me reste encore plus ou moins un an. Puis, par la suite, bien évidemment,
pense que je vais me retirer de la politique jeunesse. Je pense que je vais être rendu à comme 26 ans, donc je vais vouloir faire autre chose, aller aussi travailler, aller sur le marché du travail. Mais évidemment, c'est sûr que j'ai un intérêt, je pense, à m'impliquer auprès de mes citoyens, dans le fond, de m'impliquer dans ma communauté, dans ma société. Donc, c'est sûr que je vais continuer à m'impliquer. Moi, je suis un gars qui, justement, s'implique dans des organismes de bienfaisance. Je m'implique notamment pour la Société canadienne du cancer. Donc, c'est sûr que moi, c'est des actions que je vais continuer et que je considère qui peuvent avoir un impact pour la communauté. Puis, c'est sûr qu'à plus long terme, j'aimerais ça, représenter mes citoyens, mais ça, c'est tellement incertain qu'il ne faut pas faire de plan par rapport à ça. Je pense que la politique, c'est une vocation et non pas une carrière. Donc, je pense que justement, il faut voir les choses différemment. Puis moi, je ne suis pas tellement carriériste par rapport à cet aspect-là. Je me dis, si ça arrive, je vais être extrêmement content, mais c'est pas un droit qu'on a. Je pense que c'est un privilège de pouvoir représenter ses concitoyens. Puis je considère que j'ai encore beaucoup à apprendre avant de me rendre là. Mais c'est sûr que je serai content. Puis en ce moment, c'est quoi les tâches qui te sont assignées en tant que président de la relève? Mm-hmm. Donc, évidemment, en tant que président, il y a une partie de mon travail qui est dans la représentation. Donc, je dois représenter les intérêts des membres de jeunesse de la CAQ. Je dois représenter les intérêts de la CAQ aussi auprès des médias. Donc, à certaines reprises, j'ai été amené justement à aller dans les médias pour faire la promotion de certaines idées, faire la promotion de certains événements. Donc, évidemment, ça, c'est une partie de mon travail. Puis, une autre partie, mais c'est aussi de coordonner une équipe de 8 personnes qui travaillent avec moi, des gens qui s'occupent, par exemple, d'organiser des événements comme un congrès. On va avoir un congrès le 19-20 septembre qui va être un congrès virtuel. Malgré le COVID? Hein? Malgré le COVID? Un congrès virtuel, donc Okay. On est capable justement de s'adapter. Puis sinon, évidemment, en temps normal, qui n'est pas pendant le COVID, on organise aussi des différents événements, des conférences, tout ça. Donc, évidemment, en tant que président, je suis amené justement à organiser, à coordonner des gens qui organisent ces activités-là. Puis aussi, c'est à coordonner tout ce qui est activité politique. Donc, évidemment, en tant que jeunesse, on doit se positionner sur des enjeux un peu plus de contenu politique. Donc, moi, en tant que président, je dois coordonner aussi cette partie-là. Puis, c'est s'assurer aussi que, moi, justement, quand je suis devenu président de la relève, je me suis assuré que la relève ait une mission, une vision par rapport justement à ces activités. Puis moi, je me suis toujours donné comme vision, quand je me suis impliqué justement dans la relève de la CAQ, c'est de faire en sorte de faciliter l'implication des jeunes. Donc, de faire en sorte qu'on crée un environnement dans lequel les jeunes peuvent apprendre à faire de la politique, peuvent développer des aptitudes, parce que moi, je considère qu'un aile jeunesse, il y a une partie de la mission qui vient aussi de former la relève. Donc, on s'appelle la relève, mais c'est aussi de former la relève politique, de former des futurs attachés politiques, des futurs attachés de presse, de former peut-être des futurs députés, on ne sait pas, de former des futurs organisateurs, donc de créer justement cet environnement-là dans lequel les jeunes peuvent développer leurs aptitudes, puis justement apprécier, s'impliquer en politique. Super. Donc, est-ce que vous avez été souvent président dans plusieurs associations, que ce soit au cégep ou même là, vous êtes dans la relève de la CAQ. Est-ce que vous vous considérez comme un leader? Est-ce que vous pensez que c'est une caractéristique qui vous définit? Je dirais que le leadership, il y a plusieurs formes de leadership. Je pense qu'avec justement mon expérience, j'ai été amené justement à être un leader dans plusieurs fonctions. Mais je crois que ça part toujours de ton entourage. Moi, partout où j'ai été président, j'ai aussi été autre chose avant. Je me suis démarqué par certaines habiletés parce que je pense que, avec toute humilité, je pense que je suis quelqu'un qui est quand même rassembleur, qui est capable de faire en sorte que les gens autour de moi puissent profiter justement pour pouvoir optimiser justement les capacités de tout le monde. Puis justement, quand j'étais président de mon association étudiante au cégep, moi, la chose qui me rendait le plus heureux, c'est quand je voyais dans des galas étudiants que mes collègues pouvaient gagner des prix pour leurs habiletés, pour justement les mandats qu'ils avaient
qu'ils avaient accompli. Puis moi, c'était ma plus belle récompense parce que c'était pas tant d'avoir une gloire personnelle, mais de faire en sorte que l'équipe autour puisse justement bénéficier de ma présence, de mes conseils, de faire en sorte que tout le monde soit justement mis dans la bonne direction. Puis je pense que c'est ça que ça fait un leader. Donc, c'est sûr qu'avec les années, j'ai réussi à développer cet aspect-là de ma personnalité. Mais de là à dire que je suis un leader né, je pense qu'on apprend à être un leader. Puis, il y a plusieurs types de leadership. Puis ça, je l'ai vécu justement à plusieurs niveaux. On parle souvent de leadership charismatique, de leadership aussi qui peut être autoritaire. Donc, il y a plusieurs types de leadership. Mais moi, je considère que moi, j'ai une forme de leadership qui fait en sorte qu'on peut bénéficier justement tout le monde, de rassembler une équipe, de faire en sorte que tout le monde, ses forces, ses faiblesses soient exploitées au maximum, puis qu'au final, c'est pas tant le leader en question, c'est pas le capitaine de l'équipe qui fait gagner l'équipe, mais c'est l'équipe en général. Donc, moi, j'aime beaucoup le hockey, puis je pense pas que je suis un Sidney Crosby, je pense pas que je suis justement le capitaine qui prend, on va dire, l'équipe en charge puis qui va marquer des buts. Mais je pense que je suis le capitaine justement qui fait en sorte que je suis peut-être un joueur de troisième trio, mais je suis un bon joueur de troisième trio qui fait en sorte que l'équipe se sent bien puis qu'on peut accomplir les mandats. Ouais, c'est important ça aussi de faire ça de cette façon-là. On va recevoir l'honorable Pierre Fitzgibbon bientôt. Est-ce que c'est un modèle pour vous et est-ce que, pour toi en fait, est-ce que tu envisages de lui succéder? Je pense que j'ai beaucoup de chemin à faire d'ici là. Évidemment, M. Fitzgibbon a vraiment un très, très beau parcours. Justement, autant dans le monde des affaires qu'en politique. Je pense qu'en politique, somme toute, il réussit à faire de très beaux succès depuis son arrivée en 2018. Évidemment, moi, je m'identifie beaucoup à tous les politiciens qui ont eu un parcours en affaires, qui ont justement eu du succès en affaires. Donc, François Legault, c'est aussi justement une personne que j'admire beaucoup pour ça parce qu'il n'est parti pas grand-chose. Il a fondé son entreprise qui est devenue une des plus grosses entreprises au Québec. Puis après ça, il s'est lancé en politique puis il a eu extrêmement de succès en politique. Je pense que le fait qu'il soit premier ministre, ça le démontre aussi. Donc évidemment, moi, de voir justement des anciens CPA comme M. Fitzgibbon, comme M. Legault, puis même il y en a deux autres au sein du gouvernement. Il y a aussi Christian Dubé qui est maintenant ministre de la Santé, puis il y a aussi Jonathan Julien qui est ministre des Ressources naturelles. On peut poursuivre dans ça. Est-ce que tu penses que c'est ça qui est un facteur qui a contribué justement à l'essor de la CAQ? C'est que, contrairement aux deux partis qui étaient déjà bien établis, là, ils ont comme perdu un peu la connexion qu'il y avait avec les personnes qu'ils représentaient? Oui, en fait, je dirais que François Legault a toujours eu le message, le mot d'ordre pour ses troupes, pour les gens qui travaillaient avec lui, comme quoi qu'il faut rester connecté justement avec la population. Puis même quand on a des sondages qui nous mettent à 50 je ne me rappelle pas les dernières statistiques, mais à chaque fois, M. Legault nous rappelle on fait ça, il faut rester humble, il faut faire ça pour la population, il faut rester connecté avec les besoins de la population. Donc, je pense que ça, c'est une belle attitude. Puis je ne veux pas critiquer les autres partis, là, je ne suis vraiment pas là pour ça. Mais je pense que justement, lorsqu'on est au pouvoir trop longtemps, comme le Parti libéral l'avait été pendant 15 ans, on perd peut-être un peu cet aspect-là. Puis évidemment, moi, c'est quelque chose que je considère qui est extrêmement important. Je l'ai mentionné justement tantôt. Je pense qu'il faut faire ça lorsqu'on se lance en politique, lorsqu'on est actif dans la vie politique. Il faut faire ça pour ses concitoyens. Il faut faire ça pour faire un changement dans la communauté, dans la société. Il ne faut pas faire ça pour ses intérêts personnels. Donc, je pense que François Legault, ça le rappelle fréquemment justement à son équipe qu'il faut rester humble, il faut faire ça pour la population. Puis, on a François Legault qui est CPA, on a Pierre Fitzgibbon qui l'est aussi. Toi, tu vas le faire aussi, ton CPA. Est-ce que tu crois qu'un parcours en comptabilité, c'est important en politique? Je dirais que c'est peu commun. Là, on en nomme plusieurs, mais pendant plusieurs années, il n'y avait pas vraiment de comptable en politique. Il n'y avait pas vraiment de CPA en tant que tel. On dirait que la profession, on va dire la politique, c'était réservé surtout à des avocats, donc parfois des docteurs aussi. Mais il y avait peu de politiciens qui étaient issus justement du domaine de la comptabilité. Donc, je ne dis pas que c'est un critère. Je pense que c'est une nouveauté, somme toute, dans le monde politique en ce moment, qu'il y en ait autant.
Mais je dirais que c'est quand même utile parce qu'au final, en tant que décideur, parce qu'on s'entend que lorsqu'on est un député, on est un ministre ou un premier ministre, on est un législateur, on décide des lois. Je pense que c'est important justement d'avoir un peu un point de vue aussi économique. Puis en tant que comptable, on ne fait pas juste des chiffres, on fait aussi beaucoup d'analyse de risques. Donc moi, ces temps-ci, je fais justement beaucoup de pratiques en vue de l'EFC. Puis justement, le trois quarts du travail qu'on fait, c'est dans le qualitatif, c'est dans l'analyse de certains risques, de voir autant les pour que les contre. De tempérer tout ça, de modérer ces risques-là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup, il y a un bagage justement qu'on obtient quand on devient comptable professionnel agréé. Qui est extrêmement utile pour la politique parce que justement, on amène justement ce pour et ce contre-là, cette analyse qualitative, on amène l'œil économique aussi. Donc ça, je dirais que c'est extrêmement important. Puis en politique, moi, en tout cas, ça me permet, je pense, d'avoir un certain bagage justement professionnel qui m'aide en politique. C'est ça, ça permet de prendre des décisions pas juste au niveau économique. Exactement. Puis, qu'est-ce qui fait que, là, en ce moment, tu étudies en comptabilité? Oui. Mais qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé en comptabilité, genre l'intérêt vers la comptabilité, en fait? Oui, bien en fait, moi, quand j'étais plus jeune, dans le fond, pour faire une courte histoire, ma mère est commis comptable, puis mon beau-père de l'époque était comptable agréé. Puis moi, je disais comme quoi je voulais jamais devenir comptable, que je trouvais ça plate, puis tout ça, que je voyais ce qu'il faisait, j'étais comme non, c'est pas vrai que je vais faire ça, tout ça. Puis à l'époque, quand je me remonte au secondaire, je vais devenir avocat militaire, j'avais d'autres objectifs. Puis finalement, lorsque justement je suis arrivé dans mon association étudiante au Cégep, j'ai été mis dans une position justement de trésorier où je devais relancer les finances de mon association. Donc, l'organisation avait beaucoup de dettes. Moi, j'arrivais dans une situation qui était peu clémente, disons. Je devais relancer justement tout ce qui était au point de vue budgétaire. Je devais instaurer des politiques budgétaires. Moi, je n'avais aucune connaissance, aucune compétence au point de vue justement financier. Mais j'ai appris sur tout un point tel. C'est gênant à dire, mais je faisais mes budgets dans Word. Je ferais plus ça aujourd'hui, rassurez-vous. Mais c'est ça. Donc, j'ai extrêmement appris justement de cette expérience-là. J'ai tellement tripé à gérer. L'association étudiante, on avait un budget de 200 000 $. Donc, à 18 ans, je gérais un budget de 200 000 $. Je signais des chèques pour un employé qui est... Donc, ça m'a vraiment mis dans un contexte où j'ai un intérêt envers le monde des affaires. Donc là, c'est sûr qu'à ce moment-là, moi, je me suis mis un peu à me remettre en question. J'étais comme, bon, est-ce que je veux vraiment devenir avocat? Tantôt, je parlais que la politique était réservée pour les avocats. Finalement, j'ai décidé de faire un an de plus au Cégep, de m'embarquer dans un programme de gestion de commerce, de prendre des cours de mathématiques pour aller chercher certains préalables, tout ça, pour m'ouvrir des portes dans des universités en administration. Puis finalement, j'ai eu différents cours. Je n'étais pas dans ma tête, je n'étais pas casé que je m'en allais en comptabilité. J'avais certains intérêts en général pour l'administration, mais je n'avais rien de clair en tant que tel. Je considérais peut-être même droit des affaires, donc c'était pas encore clair. Puis finalement, j'ai eu un cours de comptabilité que j'ai adoré, des cours d'études de ratio, tout ça. Donc moi, j'ai tout de suite, trippé au niveau collégial. J'ai eu 2 cours de comptabilité, puis dans ma tête, c'était fait, je m'en allais dans ce domaine-là. Donc, par la suite, c'est ça, je suis allé à l'université, puis j'ai jamais regretté mon choix. C'est sûr que je ne suis pas, un passionné des normes comptables. Puis je pense qu'il y a certaines personnes qui peuvent l'être. T'es cité, là. Comment tu as appris ça par cœur? Mais, je dirais que ce qu'on peut faire, justement, avec la comptabilité, moi, j'adore ça, puis moi, j'amène ça beaucoup plus loin. Je me considère vraiment comme... je veux être un gestionnaire en comptabilité, donc c'est sûr que tout le bagage qu'on apprend, moi, en tout cas, c'est ce qui on va dire, me rassure par rapport à mon choix de carrière. Tu l'as mentionné brièvement là, avec M. Legault, tu as dit que c'était un de tes modèles en politique. Est-ce que tu en as d'autres? Ça peut être c'est at large. Tu peux autant aller à l'international qu'au Québec ou au Canada. Ben, je dirais que je mentirais si je ne mentionnais pas Mario Dumont. Donc, moi, à l'époque, j'avais 11 ans, puis je regardais la soirée électorale en 2007.
Puis je suis resté jusqu'à la fin de la soirée parce que je voulais avoir tous les résultats. Puis c'était la première fois que la pensée politique me venait. Puis j'avais vraiment, adoré le discours de Mario Dumont et présentait peut-être un discours peut-être un peu plus de centre-droite qui voulait justement avoir une meilleure gestion des finances publiques, mais penser aussi aux familles. Donc, moi, je trouvais ça vraiment intéressant comme jeune de voir justement qu'un politicien pouvait se positionner avec des idées un peu plus économiquement à droite, justement avec la gestion des finances publiques, justement de penser à l'économie, mais d'aussi penser au caractère social. Puis moi, bien évidemment, à l'époque, je ne pouvais pas vous expliquer ça de cette façon-là en tant que je n'étais pas si politisé que ça à l'âge de 11 ans. Puis la politique ne m'est pas venue, tout de suite après ça. Mais Mario Dumont a vraiment eu un impact pour moi parce que ça m'a fait découvrir justement la politique. Puis j'ai aimé son parcours. Je pense qu'il n'a pas eu la fin de parcours qu'il aurait voulu. Mais somme toute, il a quand même eu un impact justement. Puis c'est lui qui a comme créé ce mouvement-là de la troisième voie. Donc pendant plusieurs années, on voyait Parti québécois, Parti libéral. C'était une alternance entre les deux. Puis Mario Dumont a justement participé à créer cette troisième voie-là qui est aujourd'hui devenue la CAQ. Donc la CAQ ne serait pas au pouvoir, ce n'était pas du travail de l'Action démocratique du Québec, l'ADQ de Mario Dumont, il y a, de cela 10 ans. Là. Donc il y a un travail qui a été fait justement par Mario Dumont qui fait en sorte que pour moi, c'est un modèle. Je l'apprécie beaucoup. Puis sinon, évidemment, sur la scène politique, je dirais à l'international, plusieurs politiciens qui, pour moi, ont eu un certain impact dans mon cheminement. Je pense à Nelson Mandela. Je dirais que c'est une personne qui, justement, a toujours eu des convictions puis qui a toujours voulu travailler, justement, autant avec ses adversaires politiques parce qu'il comprenait que, justement, la résolution d'un conflit politique ça doit aussi se faire de façon diplomatique, ça doit se faire justement de travailler, de rassembler les gens qui ont des désaccords autour de la table, puis travailler à comment on peut résoudre ce conflit-là. Donc moi, c'est sûr que cette partie-là, justement, que par rapport à Nelson Mandela, ça vient me chercher. Puis sinon, bien évidemment, sur la politique plus américaine, des John F. Kennedy, je pense que c'est des personnes, Barack Obama aussi, c'est des gens qui ont inspiré confiance en la politique, je pense que c'est des leaders charismatiques, c'est des gens qui, justement, pouvaient intéresser des personnes qui s'y connaissaient un peu moins politique à la politique. Donc, moi, évidemment, ça, c'est une autre partie que j'aime bien, justement, en tant que modèle politique. Puis, mettons, Trump aujourd'hui. Je ne commente pas la situation, mais... mais on va... Ça, c'est une parenthèse pour peut-être... Mais peut-être pour continuer sur ton parcours, là, est-ce que tu peux me parler... pourquoi tu as décidé d'aller à l'UQTR à Drummondville, sachant que tu as commencé une session à Sherbrooke? Oui. Bien, dans le fond, je dirais que ça, c'est une partie autant de bad luck que de mon cheminement de vie. Donc, moi, quand justement, j'ai été au cégep, j'avais fait mes sciences humaines, pas de mathématiques, puis même si on revient un peu en arrière, j'avais même pas fait mes maths fortes au secondaire. Donc, moi, quand je me suis dit, je veux aller peut-être en administration, passer un été, mon premier été à la fin de mon DEC en sciences humaines, à retourner faire mes mathématiques à l'école aux adultes, mes mathématiques fortes de secondaire. Je suis rentré, j'ai fait mes mathématiques, calcul différentiel, puis algèbre linéaire. Mais je n'avais pas tout à fait fini algèbre linéaire lorsque je suis rentré. Hein? Tu n'as pas fait calcul intégral non plus? Non, j'ai pas fait. Dans le fond, à l'Université de Sherbrooke, ils nous en demandaient seulement 2. Puis, ce qui était recommandé, c'était algèbre linéaire et calcul différentiel. Puis, moi, dans le fond, je m'étais pris un peu sur le tard, justement, pour faire mon algèbre linéaire. Donc, je pense que j'ai reçu ma note d'examen final. Je pense que ça faisait un mois que j'avais commencé à l'Université de Sherbrooke. Donc, moi, j'avais une acceptation conditionnelle. Puis, je dirais que dans tout ça, c'est vraiment de ma faute. L'été, justement, entre mon cégep puis ma rentrée universitaire à l'Université de Sherbrooke, j'avais un travail comme attaché politique. Donc, je travaillais parfois du 70-80 heures semaine.
J'ai accepté aussi certains mandats auprès justement de ma communauté dans de l'implication. À un moment donné, à force de jongler avec plusieurs balles, j'ai oublié justement, on va dire en plein été, de faire mon étude de façon optimale. Puis je dirais que j'ai extrêmement appris tout ça. Donc, il est arrivé justement à l'Université de Sherbrooke, en vient finalement la conclusion comme quoi que j'ai pas réussi à passer mon examen final d'algèbre linéaire. Puis là, à l'Université de Sherbrooke, ils m'ont dit, finis ta session, puis reviens-nous quand tu vas avoir fait ton algèbre linéaire. Donc, c'était de base. Moi, je me suis inscrit à l'UQTR en base parce qu'il n'y avait pas de préalable, mais je me disais justement que non, je ne peux pas rester sur un échec, je ne peux pas rester sur quelque chose d'incomplet. Même si ce n'est pas un préalable à l'UQTR, je vais aller le faire, mon algèbre linéaire. Donc, à l'époque, justement, j'ai repris un cours au cégep d'algèbre linéaire même si je n'en avais pas besoin, là, je me suis dit, il faut que je le fasse, il faut que je réussisse, parce que c'est pas vrai que je vais rester sur un échec sur quelque chose dans ma vie. Même si c'est quelque chose aussi, on va dire, au final, ça ne me servait pas à grand-chose, mais j'ai décidé de le faire, puis j'ai accompli ça. Donc, avec 5 cours universitaires, un cours au cégep, je faisais Saint-Hyacinthe, Drummond, parfois, on dirait plusieurs fois par semaine. Le cours d'algèbre linéaire était divisé en plusieurs jours. Donc, ça faisait un bon défi. Puis moi, à travers tout ça, je n'apprends jamais. Moi, je me dis toujours que je dois, comme on dit, mettre moins sur les épaules, tout ça. Donc, j'avais recommencé à m'impliquer dans mon association étudiante au niveau collégial. J'étais retourné à la présidence. Puis, j'ai aidé l'association pour le temps que j'étais. Puis, c'est ça, évidemment, par la suite, j'ai continué mon parcours à l'UQTR. Puis, je dirais que là, je mentionne de façon quand même défaitiste, donc étudier si vous avez étudié, mais je dirais que cette partie-là, ça m'a permis d'apprendre sur moi-même, de faire en sorte que parfois, il ne faut pas prendre les choses pour acquis, puis il faut travailler, puis même si moi, c'est dans ma personnalité, j'aime pas ça perdre. Je suis un gars qui aime gagner. C'est sûr que je suis allé justement chercher mon cours, mais je dirais que je n'ai pas choisi l'UQTR par défaut. J'ai choisi l'UQTR parce que j'ai vraiment adoré. Dans le fond, pendant l'automne, justement, que j'étais à l'Université de Sherbrooke, j'ai eu à visiter l'UQTR, dans le campus à Drummondville, qui était un nouveau campus à l'époque. J'ai eu à le visiter dans mes fonctions politiques. Puis, j'ai adoré le campus. C'est un campus qui est extrêmement moderne. Puis, j'ai eu la chance de rencontrer un professeur, justement, du département de comptabilité, Marc Aubry. Okay. Donc, qui est un professeur à l'UQTR. Donc, moi, j'ai adoré justement comme la vision justement d'enseignement du département de comptabilité. Moi, je voyais ça justement différemment parce que j'étais à l'Université de Sherbrooke, c'est un baccalauréat en administration des affaires, donc c'est vraiment beaucoup plus large. Puis, à l'UQTR, le programme de bac en sciences comptables était très spécifique sur justement ce que je voulais faire. Je voyais que justement le programme pouvait m'apporter davantage du point de vue justement de la comptabilité, de ce que je voulais faire en tant que professionnel comptable en devenir. Donc, c'est sûr que moi, on va rajouter la qualité des campus, de voir la qualité des professeurs, la vision d'enseignement. Puis aussi, moi, évidemment, dans tout ce processus-là, je m'étais retardé d'une session à l'automne. Donc, moi, ma vision, c'était que je veux le finir en même temps que tout le monde. Je voulais le finir en même temps que je l'aurais commencé, ce bac-là. Fait que moi, j'avais l'option l'UQTR de justement le faire en intensif sur, on dirait, plus ou moins 2 ans et demi. Là. OK. Donc, moi, c'est ça justement qui m'a plu l'UQTR. Donc, un peu la flexibilité, puis de voir justement que le département puis la qualité des campus. Puis, sinon aussi, tu as reçu un prix de la Fondation CPA. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, en fait, moi, tout au long de mon bac, je me disais, faudrait que j'applique faudrait que j'applique sur les bourses. Puis à chaque fois, je passais la date limite. Je prenais pas le temps justement de lire, de voir justement comme est-ce que je suis admissible premièrement, tout ça. Puis justement, comme l'hiver dernier, je me suis dit, regarde, je suis sur le bord de finir mes études, je pourrais bien m'essayer pour une fois. Puis là, je regarde les différents programmes de bourse. Puis moi, je partais toujours, on va dire, en tête, comme quoi qu'il n'y a aucun programme dans lequel je peux, on va dire, satisfaire. Je ne suis pas le premier de classe, je suis un bon étudiant. Donc, je me disais tout le temps, les bourses de réussite, on va dire, les bourses d'excellence,
me considère bon au point de vue justement académique, mais je ne suis pas le meilleur de ma classe. Donc, je me disais tout le temps, je n'appliquerai pas. Ça sert à rien, tout ça. Puis finalement, je vois justement une bourse sur l'implication. Puis c'était la bourse projet coup de cœur. Donc, moi, je regarde les différentes caractéristiques de mission. Je me dis, je pense que je réponds pas mal à ça. Donc, j'ai décidé d'appliquer. Puis, dans le fond, ça, c'est une bourse projet de coup de cœur de la Fondation CPA qui récompense les étudiants dans le domaine de la comptabilité qui s'impliquent, qui font on va dire, des projets. Puis moi, j'ai appliqué pour 3 projets différents. Donc, j'ai, dans le fond, dans le même formulaire, exactement. Dans le fond, moi, je m'impliquais, ça fait depuis 2013 que je m'implique auprès de la Société canadienne du cancer. Je suis qui porte en émotion. Je m'assure justement qu'il y ait un standing d'artiste pour la soirée, pour qu'il y ait justement un peu un divertissement pour les différents marcheurs du relais pour la vie dans ma communauté. Donc ça, je fais ça depuis déjà plusieurs années. Donc moi, j'ai appliqué premièrement pour ce projet-là. J'ai appliqué aussi, donc pendant la dernière année, j'ai été président de l'association de soccer mineur d'Actonville, donc dans ma communauté. Puis moi, justement, en reprenant justement la présidence de l'association de soccer, moi, j'avais comme objectif, puis moi, j'avais toujours mon bagage comptable. J'avais comme objectif de mettre une mission, une vision, de mettre justement comme un cadre justement stratégique à l'organisation. Parce que souvent, tu demandes des organismes communautaires, c'est pas nécessairement ça. On va dire, c'est souvent des bénévoles. C'est ça. C'est souvent des bénévoles, puis des parents, des gens, on va dire, qui sont dans l'entourage de l'association, mais qui n'ont pas nécessairement une compétence comptable ou on dirait comme nous, les CPA, on peut l'avoir. Donc, moi, arrivé là-bas, j'ai mis justement en place une mission, une vision faisant en sorte que, on va dire, c'est de créer un sentiment d'appartenance des jeunes envers la communauté, de faire en sorte que les jeunes puissent se dire qu'on est fiers justement d'être natifs d'Actonville, qu'on est fiers de venir de notre petit village parce que c'était une association avec différentes municipalités. Puis il y avait justement toute cette aura-là autour de ça. Donc moi, justement, mon projet, premièrement, c'est de faire en sorte que les jeunes soient fiers d'où ils viennent. Puis deuxième chose, moi, je voulais justement par le projet que je faisais avec l'association de soccer, je pense que c'est évidemment du soccer, c'est un sport, c'est de bouger. Puis depuis plusieurs années, on remarque qu'il y a souvent un peu moins de jeunes qui s'inscrivent dans des associations sportives ou d'associations sportives qui en arrachent justement par rapport à ça, parce qu'il y a moins de jeunes qui s'inscrivent. Puis c'était justement ce qu'on constatait avec l'association de soccer. Donc, moi, je me suis mis à faire la tournée des écoles primaires de petits villages, on va dire, autour de chez moi, puis d'inciter les jeunes justement à s'inscrire justement à bouger, de faire promotion de l'activité physique auprès des jeunes. Donc, moi, justement, en partant avec l'association de soccer, qu'on a donné des missions claires, justement, des valeurs, justement, point de vue de l'appartenance, point de vue de la santé physique de nos jeunes, moi, je pense que j'en suis venu justement à redresser l'association qui, à la fin de mon mandat, avait même eu une hausse d'inscription, ce qui avait été, on va dire, une première depuis plusieurs années, parce que l'association, comme plusieurs associations sportives, était en déclin. Puis troisième projet pour lequel j'ai appliqué dans la bourse, c'est aussi mon implication politique avec la relève. Donc, à l'époque, j'étais vice-président de l'aile jeunesse. Mm-hmm. Donc, moi, évidemment, en tant que vice-président, j'avais d'autres responsabilités. C'était davantage d'appuyer la vice-présidence. Puis à l'époque, j'ai été responsable d'organiser un camp de formation, faire en sorte que différents jeunes puissent se rassembler, apprendre sur la politique. Donc, on avait eu une bonne participation, presque 100 jeunes qui étaient venus à Asbestos, donc un petit village. Ici du monde à Asbestos. Exactement. Puis, contre Asbestos, c'est une très belle ville. Là, mais... Exactement, mais c'est ça. Puis évidemment, dans mon mandat comme vice-président, j'ai aussi eu à être le directeur de campagne. On a fait une campagne nationale pour gagner l'élection de 2018. Puis nous, dans le fond, on avait un véhicule lettré par le parti avec mon président qui, à l'époque, faisait la tournée du Québec. C'était moi qui coordonnais tout ça. Moi qui coordonnais justement de faire en sorte que, si on a besoin de 5 jeunes à Saint-Jean-sur-Richelieu, qu'on a besoin de 10 jeunes à Québec, puis qu'on en a besoin de 3 jeunes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, que ces objectifs-là soient rencontrés. Donc, il y avait cette partie-là. Puis c'était aussi d'organiser l'horaire de mon président. Donc, moi, j'ai appliqué un peu pour autant
mon implication dans la Société canadienne du cancer, mon implication dans le soccer, mon implication en politique, puis la Fondation CPA. À la limite, quand j'ai envoyé, je me suis dit, bon, je verrai. On dirait j'ai donné ce que je pouvais. Je me suis essayé, tout ça. Puis quand j'ai reçu justement la lettre comme quoi que j'avais remporté la bourse, j'étais extrêmement content. Puis d'ailleurs, je remercie la Fondation CPA de cette opportunité. Puis même, j'encourage différents professionnels CPA qui vont visionner justement cette entrevue, ce podcast, à donner à la Fondation CPA. Je pense que justement, chaque année, lorsqu'on renouvelle notre permis de pratique, on nous mentionne est-ce que vous voulez donner à la Fondation CPA. Donc, ça peut aider justement des jeunes comme moi. Puis, la bourse va m'avoir quand même aidé à faire un petit coussin en vue de l'examen CPA. C'est un examen qui coûte quand même cher. Donc, évidemment, c'est sûr que ça m'aide à ce niveau-là. Puis, ça me permet aussi pendant l'été, je ne peux pas travailler vraiment l'été avant le DES CPA, avant l'examen de l'EFC. C'est extrêmement chargé. On fait des simulations. Là, aujourd'hui, j'ai fait une simulation de jour 2. Demain, j'en fais comme de jour 3. Hier, je faisais un jour 1. Donc, on est constamment en train de simuler, en train d'étudier. C'est un processus qui est quand même très chargé, qui est très lourd. Donc, on ne peut pas vraiment se permettre de travailler pendant ce temps-là. Puis, évidemment, comme d'avoir justement la bourse, ça me permet de bien survivre, de bien manger. Donc, moi, je remercie justement la Fondation CPA. Puis, j'espère que justement, dans les prochaines années, il y a plusieurs jeunes. J'encourage aussi les gens à appliquer. Parfois, on pense ne pas avoir, on va dire, les critères d'admissibilité, mais on les a. Donc, d'appliquer, je pense que c'est une des choses qui est très importante pour les jeunes qui veulent, les étudiants qui veulent justement appliquer à la Fondation CPA. C'est indéniable. Là, on voit vraiment que tu es passionné un peu par la politique puis aussi ton implication. Avec la croissance du cynisme là, face à la politique, comment tu vois l'importance de s'impliquer en politique puis comment tu arrives à gérer ça? Là, ça doit être dur là, d'arriver puis croiser, je sais pas pour toi, mais ton entourage du monde qui sont comme « Ah, ben moi, je n'irai pas voter, de toute façon, ça ne change rien. » Ben, je dirais qu'il faut garder espoir. Puis, moi-même, à un certain moment, j'ai éprouvé du cynisme envers la politique en me disant, bon, mais on s'implique, on fait plein de choses, mais il n'y a rien qui arrive concrètement. Je dirais que la politique, justement, qu'est-ce qui fait en sorte que ça devient cynique, c'est que c'est un processus qui est tout de même long. Donc, lorsqu'on parle d'une intention, lorsqu'on parle d'une idée, ben, le temps avant qu'on parle de l'idée puis qu'on l'applique concrètement, qu'elle soit approuvée, c'est quand même un processus qui est long. Puis ça, c'est pas négatif. Je pense que ça prend des débats. C'est le système parlementaire qui est fait comme ça. Mais je dirais que justement, pour certaines personnes qui sont habituées, on parle d'une idée, ben, on l'a demain matin. C'est sûr que ça peut générer du cynisme, tout ça. Puis encore plus puis je pense qu'il faut être réaliste par rapport à la politique. La politique ne peut pas faire tout. Il faut comprendre que justement, il y a certaines choses qui peuvent changer, il y a certaines choses qui peuvent se faire plus rapidement que d'autres. Il y a certaines choses qui ne sont pas nécessairement aussi faciles qu'ils en paraissent. Parfois, ça implique plusieurs paliers de gouvernement. Puis, justement, quand ça implique justement plusieurs personnes, plusieurs entités, on finit justement par alourdir le processus. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent regarder la politique et se dire « Ah, c'est long, il n'y a rien qui change. » Mais c'est en persistant, c'est en s'impliquant pour, je pense, des bonnes raisons, de faire en sorte que, justement, moi, je me dis, ben, je veux faire ça pour ma communauté, je veux faire ça pour les gens autour de moi. Puis ce que j'appréciais, justement, quand j'ai eu la chance d'être attaché politique, c'est justement de pouvoir travailler sur des dossiers citoyens, faire en sorte que certaines personnes ça faisait des quinzaines d'années qui essayaient d'avoir un gain sur leur cause, pouvaient justement avoir des débouchés. Puis moi, il n'y a rien qui me rendait, à la fin de ma journée, c'est ce qui me rendait, fier de justement, je me disais que je n'ai pas travaillé pour rien, même si c'est des petites victoires. Il faut se concentrer là-dessus, puis de prendre ça un jour à la fois. Donc, je pense que ça, c'est des choses justement qui peuvent faire en sorte que quelqu'un qui veut se lancer en politique, qui veut combattre le cynisme, c'est de prendre ça un jour à la fois. C'est aussi simple que ça. Puis évidemment, c'est sûr qu'il y a des gens qui ne voudront pas aller voter, il y a des gens qui ne voudront pas s'intéresser à la politique, puis ça ne peut pas plaire à tout le monde. Ça peut pas, je pense dans une société, il y a plusieurs opinions, il y a plusieurs façons de penser.
Donc, parfois, à un moment donné, il y a des opinions, puis il y a des façons de penser qui sont peut-être moins bonnes. Puis c'est ça, on n'embarquera pas dans, dans un débat à ce niveau-là. Mais je dirais qu'il faut aussi apprendre à dire qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Puis ça, je dirais que c'est parfois difficile. Je pense justement, on rentre en politique, on a des bonnes intentions. Puis c'est ce qui rend cynique, on va dire, plusieurs politiciens qui s'impliquent tout d'abord en politique parce qu'ils se rendent compte que finalement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Puis je pense que l'être humain, on a justement cette habitude-là de vouloir justement comme essayer de plaire, de vouloir, on dirait, être apprécié. Puis c'est pas toujours le cas en politique. Donc, je dirais que ça, c'est quelque chose qui est quand même vital à se ramener à soi-même, de dire qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Comme quoi il y aura toujours des gens qui vont être un peu plus cyniques. Puis je pense qu'il faut travailler justement, il faut garder espoir, puis se dire, il faut se rappeler pourquoi qu'on fait ça. Puis moi, je le fais justement pour le bien-être des gens autour de moi, de la population. Tu as mentionné justement Nelson Mandela comme étant un de tes modèles en politique. Est-ce que tu crois, là, avec le mouvement Black Lives Matter, que ça serait peut-être pertinent de faire comme il a fait avec le régime de l'apartheid, puis faire un processus de réconciliation pour justement avoir les deux côtés qui ont une plateforme pour faire valoir leur opinion, puis ensuite faire des politiques, puis vraiment arriver à un consensus des deux côtés. Parce que je pense que ce dossier-là est quand même assez... c'est qu'on est... Ils sont cambrés dans les deux, chacun dans leur côté, puis on dirait que la communication ne se fait pas. Oui, bien, en fait, je dirais que le gouvernement a pris une très belle action justement dans tout ce débat-là, ce mouvement-là. Il a pris la position justement de créer un comité qui est formé de plusieurs personnes, dont Lionel Carman, Nadine Giraud, des ministres, des politiciens qui, sont issus justement de communautés ethniques. Donc, dans le cas de Lionel Carman, de Nadine Giraud, c'est communauté haïtienne. Je pense que c'est extrêmement vital. Puis justement, je pense qu'il faut travailler à ce niveau-là, à réconcilier les différents niveaux. Puis ça, je pense que ça va autant pour toute la communauté, la question justement de Black Lives Matter, mais aussi avec la communauté autochtone. Donc, je pense qu'il y a aussi des avancées à ce niveau-là qui doivent être faites. Puis moi, je suis extrêmement fier de mon gouvernement, François Legault, qui a mis sur pied un comité justement pour travailler justement à améliorer les conditions. Depuis que tu es assez jeune, que tu t'impliques en politique, comment est-ce que tu pourrais traduire l'importance de s'impliquer dans sa communauté quand on est jeune? Pour les jeunes, en tout cas. Je dirais que c'est important. Puis souvent, comme moi, je le remarquais justement à l'époque quand j'étais attaché politique, je regardais les différents organismes communautaires. Souvent, c'est mon député André Lamontagne disait que c'était les TLM, toujours les mêmes. Donc, c'est toujours les mêmes qui s'impliquent dans des différents comités. Puis souvent, c'est des gens qui prennent de l'âge. Donc, c'est des personnes à la retraite, des gens qui sont plus, on va dire, vers la fin de leur carrière, la fin de leur vie. Donc, c'est sûr qu'eux, ils amènent un bagage d'expérience. Mais souvent, les organismes veulent faire des actions pour les jeunes familles, ils veulent faire des actions pour les jeunes dans certains cas. Puis d'avoir justement des jeunes sur l'organisation, ça fait en sorte que ça amène un point de vue différent. Puis moi, je dirais que le meilleur exemple, c'est quand je me suis impliqué avec la Société canadienne du cancer. Lorsque je suis rentré dans le comité, j'étais le seul jeune en bas de 30 ans, en bas de 40 ans. Puis jusqu'à tout récemment, le comité dans lequel justement je travaille depuis maintenant 2013, je suis rendu quasiment un des plus vieux parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont impliqués dans l'organisation. La personne qui occupe la présidence du comité, elle a 23 ans. La moyenne d'âge est environ de 25 ans. Donc, il y a un changement qui s'est fait justement dans le comité dans lequel je m'impliquais au point de vue du relais pour la vie à Actonville. Il y a plusieurs organismes communautaires que ce n'est pas nécessairement le cas. Je pense que c'est important que les jeunes, on donne du temps. Il y a beaucoup d'organismes qui demandent aussi un bagage professionnel. Donc, autant des professionnels CPA que des professionnels, autant dans le niveau juridique, tout ça, le fait de s'impliquer dans un organisme communautaire, dans des associations de bienfaisance, ça permet justement de faire bénéficier
de nos compétences, de notre aspect critique, de notre aspect d'analyse. Puis parce que parfois, il y a de la gestion d'argent, il y a plusieurs volets qui sont importants, qui demandent justement d'avoir des bénévoles qui ont des compétences. Donc, moi, je lancerais aussi l'appel à des professionnels comptables de s'impliquer dans des organisations. Puis, je pense que les jeunes, c'est la meilleure façon d'apprendre, de se démarquer. Je dirais aussi, il y a beaucoup de moments dans mon parcours, des opportunités d'emploi qui sont venues justement en m'impliquant, parce qu'on développe un réseau en s'impliquant. Donc, autant dans le comité étudiant CPA, on rencontrer différentes personnes, mais en s'impliquant aussi dans des organismes, dans des associations étudiantes, dans des ailes jeunesse de partis politiques, on rencontre différentes personnes de différents milieux. Ça nous ouvre parfois des portes, des opportunités de carrière. Donc, ça aussi, je dirais que c'est important. Puis, troisième chose, c'est de développer des aptitudes. Je pense que je ne serais pas en politique, je n'aurais pas développé le leadership que j'applique maintenant dans des associations, dans mon aile jeunesse, si je ne m'étais pas impliqué préalablement. Si au secondaire, je n'avais pas décidé de dire je m'implique puis je veux comme organiser une équipe de football, si au cégep, je ne m'étais pas dit je veux remettre le budget de mon association étudiante sur pied. Si je ne m'étais pas dit justement que je me lance en politique pour justement aider des gens autour de moi. Il y a plein, je pense à plusieurs niveaux, je n'aurais pas développé des aptitudes qui aujourd'hui vont me servir en tant que professionnel, mais aussi, je pense, au point de vue interpersonnel. Donc, je pense qu'être un leader, ce n'est pas juste d'être dans une association, ce n'est pas juste d'être dans un parti politique, dans une entreprise. C'est d'être un leader avec les gens autour de soi, de prendre en charge des projets, de prendre en charge des groupes de personnes. Donc, ça aussi, je dirais qu'en s'impliquant, on développe ces habiletés-là. Donc, j'encourage les jeunes à s'impliquer dans des organismes, dans des associations. Je pense que c'est extrêmement important, puis ils en ont besoin. Je lance l'appel, justement. Là. Il y a beaucoup d'organismes qui en ont besoin. Donc, s'impliquer, je pense que c'est important. Super. C'est une vraiment bonne réponse, ça aussi. Donc, on va y aller avec la dernière question, puis après ça, on va pouvoir peut-être conclure. Là. En ce moment, je veux pas, il y a une grande, à cause du COVID-19, il y a une grande polémique sur le sujet du port du masque. Comment tu vois la situation? Qu'est-ce que tu pourrais envisager pour, dans le fond, que la situation se règle? Puis, tu sais, au futur, qu'est-ce que tu pourrais souhaiter à toi? Qu'est-ce que tu pourrais te souhaiter à toi-même et à ton parti, là, dans le fond? Je pense que ça va de soi. Lorsqu'on a des médecins, des gens qui travaillent dans la santé publique depuis plusieurs années, qui envoient, on va dire, la consigne de porter un masque, je pense que ça va de soi. Puis, même si au final, peut-être que ça ne servira pas à grand-chose. Je pense que justement, j'avais vu passer ça sur Internet, comme quoi le pire qui peut arriver, c'est que ça ne serve à rien. Ben, c'est ça. Mais au moins, on peut protéger les autres. Peut-être que moi, je suis en bonne santé, mais peut-être que je suis porteur du COVID, peut-être que je suis asymptomatique, puis peut-être que justement, en allant à l'épicerie, en allant dans des lieux publics, je pourrais le transmettre à d'autres personnes qui, eux, sont des personnes qui sont plus vulnérables, des gens pour qui ça pourrait être fatal d'attraper justement ce virus-là. Donc, je me dis que c'est la moindre des choses de se protéger, mais de protéger les autres aussi. Donc, j'encourage les gens à porter le masque. Je pense que le gouvernement a pris une bonne décision. Il y a beaucoup, justement, de gens qui critiquent. Puis, comme j'ai dit, il y aura toujours des gens qui critiqueront. J'encourage les gens, justement, à porter le masque. Je pense que ça peut, justement, protéger des gens autour de nous. Ça peut protéger les personnes qui sont plus vulnérables, les gens pour qui ça pourrait être fatal d'attraper ce virus-là. Puis, le gouvernement a fait vraiment une bonne action en mettant le port du masque obligatoire. Ça permet de protéger la population. Puis, je pense qu'on va avoir des effets positifs. Puis, souvent, on va peut-être faire une analyse post-COVID comme quoi que finalement, il n'y a pas eu, on va dire, énormément de décès par rapport justement au nombre de cas. Mais ça, je pense que ça va être justement les résultats de tous nos efforts qu'on fait depuis déjà le mois de mars, de porter le masque, de faire le confinement, de la distanciation sociale. Ça aura permis, somme toute, de justement faire en sorte qu'on passe cette crise-là sans perdre trop de monde.
Fait que, en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait te demander pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il t'arrive? Que ce soit pour toi ou pour ton parti, là, un des deux, tu sais, at large. C'est sûr que personnellement, moi, j'espère passer mon examen de l'EFC en septembre prochain. J'ai envie d'être un professionnel, de commencer ma carrière professionnelle. J'ai hâte justement de pouvoir dire que je suis enfin CPA parce qu'en ce moment, je ne suis pas CPA. Je suis candidat à la profession de CPA, c'est très important. Donc, légalement, je ne peux pas dire ça avant justement que je sois assermenté. Mais j'ai hâte justement de pouvoir être un membre, on dit, à part entière de l'ordre des CPA. J'ai hâte justement de pouvoir avoir ma propre clientèle, de pouvoir être un acteur de changement comme un professionnel comptable dans ma communauté. Parce que moi, justement, je trouve que c'est important, justement, comme comptable, d'avoir un lien fort avec la collectivité, puis aussi d'avoir un lien avec les différents, on va dire, partenaires d'affaires, les différents clients. Donc, moi, justement, ce que je me souhaite du point de vue plus personnel, c'est justement de pouvoir m'accomplir dans cette profession-là de comptable professionnel agréé. Puis, évidemment, au point de vue politique, ben moi, je vais prôner pour ma paroisse, comme on dit. Je vais prôner pour que, justement, la CAQ puisse se maintenir au pouvoir en 2022. Je vais travailler, évidemment, à ça activement. Je ne serai plus à la présidence de la jeunesse, mais je vais continuer à m'impliquer. Je vais continuer à faire en sorte que les Québécois, que la population puisse être représentée dans ce parti-là. Bon, ben, comme dirait le proverbe, ah ouais, Kevin, continue comme ça. Ben oui, ben oui. Merci beaucoup d'avoir visionné cet épisode du podcast de Bob Brun. N'hésitez pas à partager en grand nombre ou à laisser un commentaire. De plus, si vous êtes ou connaissez quelqu'un qui veut participer à nos podcasts, vous pouvez nous écrire à l'adresse juste ici. Merci. Merci à nos partenaires Mazar, Demerson Bone, Hardy Normand et Associés et EY.